Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEB Podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du CIFEBK. Je suis Blanche Daillé et je fais partie du comité scientifique d'organisation du Congrès international francophone pour les étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui part un peu du constat qu'autour de moi, et globalement nous les jeunes kinés, avons moins tendance à avoir un parcours professionnel classique, c'est-à-dire à s'installer dans un cabinet un peu ad vitam aeternam. Je constate que les manières d'exercer sont vraiment multiples et diverses et les possibilités très larges. Aujourd'hui, je voulais en savoir plus sur l'entrepreneuriat en kiné. Bonjour Agathe Gobel. Bonjour Blanche. Jeune diplômée depuis 2017 et auto-entrepreneuse, tu fais partie de cette nouvelle génération de kinés qui ont décidé de modeler l'exercice de leur métier à leur image et à l'image de leurs convictions. Toi, tes convictions pourraient peut-être se résumer en liberté, égalité et puis communauté peut-être. Tu me dis si je me trompe, mais tu as monté ta propre entreprise avec Thibaut Guéroux il y a 2 ans. Alors dis-moi, raconte-moi un petit peu le début de ce projet entrepreneurial, comment est-ce que ça s'est passé ? Alors en fait, le début, ça a été un déclic en 2e année d'école de kiné. J'étais en stage hospitalier dans un service de néphrologie et je m'occupais d'un patient où des liens certains se sont créés et ce patient, j'allais le voir 2 fois par jour pour en fait sa rééducation et pour sa reprise d'autonomie. Au bout de 3 semaines, on avait récupéré le transfert assis debout et il arrivait à marcher quelques pas. Mais le souci, c'est que ce patient, il avait plus besoin de soins hospitaliers, il devait rentrer chez lui. Et au moment du staff médical, au vu des progrès qu'il avait fait, le médecin, il me dit: «Mais ce patient, il ne peut pas sortir sans soins de kiné, en fait. Il y a trop de risques qu'il perde et vous aviez fait tellement de progrès que ça serait dommage». Et donc moi, un peu naïvement, je lance: «Mais on va lui trouver un kiné à domicile, je m'en occupe les gars, il y a pas de problème». Et en fait, là, j'ai mis, je sais pas combien d'heures, je sais pas combien de journées à trouver ce fameux kiné à domicile pour ce patient, mais je me suis dit que c'était un véritable parcours du combattant. Et encore moi, j'avais tous les outils numériques me permettant de m'aider dans ma recherche, mais je me suis dit si le patient qui avait un certain âge devait se lancer là-dedans, ça serait très, très compliqué. Bon, je passe un peu les détails, mais ça fait un peu son chemin dans ma tête et je me dis: «Mais c'est bizarre, pourquoi on n'arrive pas à trouver de kiné à domicile? Pourquoi c'est compliqué?» Et à l'issue, alors pour être honnête, à l'issue d'une sieste, je me réveille et je me dis: «Mais il y a un problème. Donc il faut trouver c'est quoi le problème? D'où vient le problème? Et il faut essayer de trouver une solution». Suite à ça, donc la K2 se passe, la K3, j'ai mon diplôme, fabuleux, je me lance en master, fabuleux. Mais j'avais toujours cette idée qui me trottait dans la tête. Puis j'en avais parlé à Thibaut de ce souci. Et là, qu'est-ce qui se passe? Thibaut, en fait, oriente sa vie et moi aussi, en fait, en fonction de cette idée du soin à domicile. Donc Thibaut se lance en tant que kiné à domicile et moi en tant que kiné en assistanat avec une partie de domicile. Et là, on s'est dit: «Mais en fait, c'est pas du tout pratique, ce métier, c'est pas du tout pratique, c'est un peu la galère», hein. Et on se rend compte que le problème vient ni des patients et ni des kinés, mais en fait que ça manque de coordination tout ça. Et en fait, on a commencé à lister les solutions aux problèmes et on a décidé de créer quelque chose en fait qui ressemble à nos valeurs, à nos convictions et à notre envie, à notre façon de fonctionner en tant que kiné. Voilà un peu la genèse du projet. Trop bien. Mais du coup, donc, j'imagine que tout ça, c'était l'idée de base. Est-ce que tu peux me raconter du coup le début de votre parcours entrepreneurial suite à cette idée-là ? Alors, c'est vrai que une idée comme ça vaut pas grand-chose, hein. Créer un système sur les soins à domicile et puis avec une envie de communauté, etc. Bon, c'est bien joli, hein, mais voilà, si derrière on fait pas, on n'a pas un impact, ça sert à rien. Donc il faut se lancer, il faut monter son projet. Et en tant que kiné, on n'a pas eu trop de formation, on ne sait pas trop comment faire. Donc il a fallu commencer quelque part. Et un jour, sur les réseaux sociaux, on voit un concours, un appel à projet. Et ce concours, c'est un concours qui s'appelle l'Elevator Pitch. Le principe du concours est assez drôle. Donc en fait, on a 1 minute 20 pour présenter notre projet dans un ascenseur. Alors nous, on trouve ça marrant. Avec Thibaut, on se dit, bon, c'est parti, on va y aller. On répond au questionnaire. On est sélectionné sur dossier, donc on est déjà trop content en se disant, ce qu'on essaye de monter, ça plaît. On va à ce concours qui est un concours à Bordeaux, à la Cité du Vin. On pitch, donc on présente notre projet dans un ascenseur devant 8 jurys, alors que l'ascenseur, il était tout petit. Il faut savoir que comme on n'avait pas du tout l'habitude, une petite anecdote de cet elevator pitch, c'est normalement les portes se ferment, on doit présenter et on a 1 minute 20, l'ascenseur monte,
puis il descend et quand il se réouvre, on doit avoir fini notre présentation. Sauf que je pense que j'étais un peu trop décontractée, donc je rentre dans l'ascenseur et puis je dis à tout le monde, ouais, tout le monde va bien, ça va, bonne ambiance quoi. Et là, Thibaut qui me file un coup de coude en mode, démarre, démarre la présentation. Et donc voilà, donc ça a été chaud, on présente notre truc, et puis à l'issue de cette présentation, le jury nous pose quelques questions. Première question sur je sais plus quoi, et bien le gars nous dit, mais ça marchera jamais votre truc, c'est nul ce que vous proposez. Voilà, premier concours, premier bâche. Donc du coup, l'aventure s'arrête pour nous. Forcément, on ne gagne pas le concours, mais on s'est bien amusé. Et voilà, ça a été vraiment la première étape, c'est d'aller se confronter à ce monde de l'entrepreneuriat qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on a découvert en fait pendant 2 ans. Voilà un peu le premier pied en fait à cette aventure, c'était ce concours. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait après? On en a fait d'autres des concours, puisque comme c'était notre seule façon en fait de découvrir ce monde entrepreneurial et qu'on nous explique qu'est-ce qu'il fallait mettre dans un projet, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'on est à plus d'une quinzaine aujourd'hui de concours. Mais Gudule, c'est un peu construit comme ça, avec les concours. Parce que du coup, donc les concours, c'était le départ, c'est ce qui vous a poussé à vraiment mettre en place votre projet. Et en parallèle, vous gériez tout ce qui est, j'imagine, démarches administratives. Vraiment, on monte sa boîte, on monte vraiment une entreprise privée. Alors, oui, on monte une entreprise, mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on monte ce qu'on appelle légalement l'entreprise? Il y a eu toute cette phase de préparation, en fait, de conception en fait, du projet, qui nous a duré à peu près 10 mois. À l'issue des 10 mois, voilà, c'était bien beau, encore une fois, d'avoir une idée, de répondre à des questions, de faire des concours, mais qu'est-ce qui est important dans une entreprise, c'est que le concept plaise et donc d'avoir des abonnés, d'avoir des personnes en fait à qui ça correspond. Et là, le job, en fait, c'était d'aller chercher ces premiers testeurs du concept. Et donc, comment ça s'est passé? Ça s'est passé en 2 temps. La première personne qui nous a rejoint en fait est devenue kiné à domicile en utilisant en fait l'entreprise. Ça a été un ami, Brice, qui nous a dit go en fait c'est parti, on y va. Et donc en fait on avait ce premier abonné et on s'est dit ok faut peut-être qu'on monte une structure légale. Et donc ça s'est fait un peu comme ça en fait il y a eu une opportunité, Brice s'est présenté, on a monté une entreprise. Et là, l'idée, c'est d'être bien entouré. Et donc, du coup, on commence à questionner ses proches. Donc, dans mon cas, ça a été mon papa. Papa, comment on monte une entreprise? J'ai un avocat, si tu veux, va le voir. Ok. Et donc, du coup, en fait, c'est l'avocat, en fait, qui a monté notre structure administrative, qui a établi notre pacte d'associés entre Thibaut et moi, et qui a déposé les statuts au greffe. On s'en est pas trop occupé pour être honnête, parce que c'était le début, il fallait que ça soit bien fait, il fallait que le pacte d'associés soit bien fait, et donc on a préféré confier ça à un expert. Ok, très bien. Donc tout ça un petit peu finalement dans la même période, au moment où du coup vous aviez et les concours et votre premier abonné et du coup l'existence vraiment légale de votre entreprise. Et alors, à l'issue de cette période de concours, alors peut-être que ça s'est étalé dans le temps, mais qu'est-ce que ça vous a apporté du coup de vous confronter à ce monde, si j'ai bien compris, ce monde un peu des écoles de commerce, quelque chose qui peut être quand même un peu étranger à des étudiants en kiné. Qu'est-ce que ça vous a apporté et quels sont les écueils dans lesquels vous conseilleriez de pas tomber? Alors, c'est effectivement un monde qui est totalement étranger au monde de la kiné. Ce qu'on pourrait assimiler ça, pour faire un peu de manière ludique, au monde des cravates. Voilà, donc rien que, quand 2 kinés arrivent dans ce monde des cravates, on est un peu regardé de manière étrange, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites là en fait? Pourquoi des kinés essayent de montrer une entreprise? Et donc, on avait cette posture de, voilà, on était mignons avec notre projet, mais de toute façon, on n'aurait jamais les compétences de monter quoi que ce soit, hein. Alors, sur le papier, ils ont raison, on n'avait pas les compétences. Du coup, les concours nous ont permis en fait d'aller chercher ces compétences parce qu'à chaque concours, il y avait une difficulté qu'on n'avait pas en fait envisagée, une nouvelle question, ils nous demandaient une nouvelle vision. Et donc, en fait, ces concours en fait nous ont permis un peu de nous former. Alors, ça suffit pas de faire que des concours, hein. On a acheté énormément de bouquins, on a potassé énormément chacun dans notre coin avec Thibaut, et puis on s'est un peu formé en fonction des difficultés qu'on avait. Eh bien, tiens, il faut faire un contrat pour le premier abonné. Ok, comment on fait un contrat? On se renseigne, c'est quoi un contrat? C'est quoi des conditions générales de vente, etc. Et toujours ce fameux entourage qui était très présent en disant, voilà, là on a besoin d'aide, on a le contact qu'il faut.
Donc ça s'est fait un peu comme ça. Mais c'est vrai que arriver dans le monde de l'entrepreneuriat en étant assez jeune, en sortant d'école et en plus d'une école qui a rien à faire dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça peut être étonnant. J'imagine que dans ces questions des concours, entre autres, il a dû être question de peut-être une levée de fonds. C'est quand même quelque chose qu'on entend souvent quand on monte son business. Quelle a été la solution pour vous? Alors, c'est vrai que quand on monte, alors à l'époque d'ailleurs, moi je disais pas que je montais une entreprise, je disais que je montais une start-up. Et je vais un peu expliquer pour moi la différence qu'il y a. La start-up, c'est vraiment quelque chose à croissance exponentielle où effectivement, c'est une course, c'est une course rapide en fait, où il faut aller lever des fonds pour prendre le maximum d'avance. Voilà ce que c'est pour moi une start-up. Et donc, pendant cette première année d'aventure, où je pensais que je montais une start-up, il fallait effectivement aller lever des fonds. C'était le parcours classique. Sauf que on s'est rendu compte que lever des fonds, ça voulait dire aussi certaines choses. Ça voulait dire faire derrière du quantitatif et plus du qualitatif. Ça voulait dire aussi peut-être un peu perdre les rênes de son entreprise. Et c'était un peu à double tranchant. Donc certes, on avait une croissance exponentielle, le concept se développait, etc. Mais d'un autre côté, il y avait un risque que la start-up qu'on aurait pu développer ne corresponde plus à la vision que nous, on avait. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'en fait, ça nous correspondait en fait pas trop avec Thibaut. Nous, ce qu'on voulait en fait, c'était monter une entreprise, une sorte de petite et moyenne entreprise, et développer vraiment notre vision. Et c'était ça la priorité. C'était pas la course à l'argent et puis la course au client. En fait, nous, ça nous intéressait pas. Ok, et du coup, j'imagine qu'il y a un moment où il y a eu les vrais débuts, du coup, alors peut-être pas de manière exponentielle, au contraire, peut-être beaucoup plus graduelle. J'imagine que ça s'est fait avec les premiers abonnés pour vous? Alors ouais, en fait, on n'a jamais au début fait de com ou fait de pub. En fait, enfin, ça s'est beaucoup développé au réseau parce que effectivement, comme on prône certaines valeurs, on défend une certaine conviction et une vision en fait de notre métier, eh bien, forcément, ça a fait des ricochets. Et en fait, on s'est développé grâce au bouche à oreille, uniquement grâce au bouche à oreille. Et comment est-ce qu'on s'est développé avec les premiers abonnés? Eh bien, on les a accompagnés, du mieux qu'on pouvait. C'est vrai qu'on était un peu au début tout le temps sur leur dos à les accompagner pour les démarches, on les coucounait, on les maternait parce que c'était très important, parce que, déjà ils nous faisaient l'honneur d'avoir confiance en nous, donc il fallait pas qu'on les déçoive. Donc les premiers abonnés, ça a été des expériences incroyables et humaines. On a rencontré, des personnes qui avaient la même vision que nous, qui, venaient du même monde que nous et qui étaient sensibles à ce qu'on essayait de développer. Donc, ils nous ont vachement poussés, en fait. Ça nous a beaucoup aidés. Ils étaient là au quotidien avec nous à nous dire «Mais c'est bien ce que vous faites, les gars, continuez, allez-y. Bon, vous payez pas encore, mais c'est pas grave, ça va marcher un jour. Ok, on est 10 pecnos, mais c'est pas grave, on s'éclate. Voilà, on est présent sur 2 arrondissements parisiens, mais c'est pas grave, on a de l'impact.» Et voilà, ils nous ont servi à ça, en fait. Les premiers abonnés, c'est à nous rassurer, en fait, dans ce qu'on essayait de développer, à nous donner confiance et en fait à nous pousser en fait pour continuer à fond. C'était un peu finalement une co-construction et c'était pas une vision de clients, de personnes qui étaient là pour acheter votre produit, mais pour vous aider à construire ça et à faire ça ensemble. Ouais, je pense que c'est un très très beau résumé parce que même encore aujourd'hui en fait, on considère pas que les personnes qui sont abonnées en fait à l'entreprise sont des clients. On n'est pas dans cette relation-là. Nous, notre objectif, c'est de permettre en fait à notre métier de diversifier son activité, d'avoir une autre façon de fonctionner, de travailler, d'exercer. On a pas mal de personnes qui, grâce à ça, ont pu faire un master à mi-temps et en continuant la clinique. On a des personnes, en fait, qu'on a récupérées un peu sur notre canapé en train de pleurer parce qu'ils étaient dégoûtés du métier de la kiné. Il faut le dire, ça aussi, je pense. Donc voilà, je pense que moi, j'essaie de monter une entreprise qui permet, en fait, c'est comme une sorte de bateau. C'est si tu as besoin de monter dedans parce que pendant un laps de temps dans ta vie, tu en as besoin, bah, bien sûr, on est là, en fait. Si tu n'en as pas besoin, mais c'est très bien, c'est que tu es heureux. Mais voilà, la vision que j'ai, c'est voilà, je monte une entreprise pour me faire plaisir aussi, pour faire plaisir aux gens et pour aider en fait l'autre qui soit le kiné, mais qui soit également les patients. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que le soin à domicile, la kiné à domicile, c'est un problème de santé publique. Très bien, je pense qu'on reviendra sur la question vraiment de l'objet de votre entreprise et de ce sur quoi ça porte un peu après. Je voudrais revenir du coup à comment ça s'est développé vraiment cette entreprise. J'imagine qu'il y a un moment donné où du coup ça a fini par prendre de l'ampleur. Peut-être qu'il a fallu réévaluer un petit peu votre projet, peut-être revoir les buts de tout ça. Est-ce que
il a fallu que vous vous développiez d'une certaine manière. Comment ça s'est passé par la suite? Alors ça, c'est une super question parce que au début, en fait, avec Thibaut, on faisait tout nous-mêmes. Donc, on répondait au téléphone, on gérait tout, vraiment tout nous-mêmes. Sauf qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais ça, c'est compliqué de grandir, en fait, si on n'automatise pas certaines choses. Et donc, plus on était de kiné, plus on avait aussi de demandes patients, plus le bouche à oreille fonctionnait, plus la machine, elle s'emballait. Et donc, il a fallu, en fait, se dire, bah, ok, si on veut stabiliser et si on veut que le projet il soit périn dans le temps et qu'il ait une vraie valeur ajoutée, il faut le renforcer, ce projet. Et donc là, ça passe par deux choses. La première, c'est la technique. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner sans technique. La technique nous permet d'automatiser nos tâches, nous permet de gagner du temps et de nous libérer du temps sur d'autres missions. Et deuxièmement, c'est recruter en fait de l'humain. Et alors là, recruter des personnes quand tu n'as jamais recruté quelqu'un, c'est assez compliqué. Donc on a découvert aussi tout ce parcours de recrutement. Comment on fait une fiche de poste, où est-ce qu'on poste les annonces, comment on fait un entretien pour recruter quelqu'un, parce que quand on recrute quelqu'un, la personne, elle reste dans ton entreprise quand même. On ne peut pas lui dire du jour au lendemain, tu t'en vas en fait, parce que ça ne nous correspond pas. Donc voilà, il a fallu aussi apprendre tout ce process de recrutement. Donc c'était passionnant. Très flippant, mais passionnant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur comment est-ce que, c'est quand même quelque chose qui, en tant que kiné, nous paraît quand même, je pense pour la plupart, très éloigné de comment est-ce qu'on fait pour sélectionner une lettre de motivation ou un CV et pas un autre, comment, j'en sais rien, on dirige un entretien d'embauche, effectivement, où est-ce qu'on poste les annonces, enfin, c'est quand même très particulier, on n'est pas du tout formé pour ça. Ah, on n'est pas du tout formé. Et puis, même pour se former, en fait, le souci qu'on a eu au début, c'est que comme on se formait un peu sur le tard, eh bien, on a fait quelques boulettes. Donc, on a recruté des personnes qui finalement, en fait, correspondaient pas à ce qu'on voulait et la vision qu'on avait de notre projet. Et donc, on s'est dit, ok, maintenant, on a des critères de sélection qui sont, on se base pas forcément sur les compétences. Parce que quand on regarde Thibaut et moi, en fait, on n'a rien à faire là où on est. Et pourtant, on le fait. Et donc, du coup, on se base sur l'envie, la passion et l'altruisme et le côté humain en fait des personnes. Et si on a le caractère en fait qui fait que derrière la personne elle peut en fait gravir des montagnes, on y va et on accompagne aussi cette personne et c'est ça aussi l'entreprise que moi je voulais monter, c'est pas de rentrer dans des cases en fait de dire toi tu es issu d'école de commerce, tu feras du commerce, toi tu es issu d'école du droit, tu feras du droit. C'est non, est-ce que toi tu as la passion et tu as l'envie en fait de monter un projet à impact? Oui, et dans ce cas-là viens, on va construire quelque chose ensemble. Et c'est ce qui s'est passé sur nos premiers recrutements. Aujourd'hui, on a un premier salarié en CDI qui, sur le papier, en fait, n'a rien à faire là. Mais on l'a accompagné. Il a eu un parcours de vie assez compliqué. Il était à la mission locale. Derrière, il ne trouvait pas d'emploi, etc. Et en fait, on l'a pris en fait, dans notre barque. Il a été OK pour monter en fait, dans notre barque. Et aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un d'hyper épanoui. Et on est très heureux et très fiers en fait, d'avoir accompagné un humain en fait, à se développer. Ah, c'est une aventure incroyable. Et du coup, donc ça, ce sont des gens que vous avez embauchés. Est-ce que c'est un peu ce qu'on disait aussi par rapport à la levée de fonds tout à l'heure? Est-ce qu'il a fallu du coup aussi revoir la structure même au niveau des fondateurs, etc. Est-ce que c'est juste des gens que vous embauchez, peut-être des stagiaires? Comment est-ce que ça se passe, l'organisation? Comment elle a évolué? Et comment est-ce que l'entreprise est structurée aujourd'hui? Comment on s'est structuré? Du coup, à partir du moment où on s'est dit, ok, on partira pas vers la levée de fonds, du coup, on part vers la stratégie de l'autofinancement. Donc, ce qui s'est passé, pour comment on monte une entreprise, chacun regarde combien il a sur son compte, personnellement. Du coup, on avait tous, on a fait des emprunts aux parents, etc. Mais voilà, on a tous mis 10 000 euros dans le projet, Thibaut et moi, et le troisième cofondateur, Vincent. Je vais en parler après. Donc, on a tous mis notre PEL dans ce projet. Et puis ensuite, on s'est dit, ok, on a ce capital social qu'on peut utiliser, ce qui va nous permettre de nous autofinancer. Mais on est plutôt, nous, partis dans une stratégie de le nombre d'abonnés, donc dégage un chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires nous permet de payer en fait les salariés. Voilà, donc on est parti dans ce principe de se dire, la première étape, c'est de stabiliser le projet en payant les salariés, et derrière, nous, les fondateurs, on se paiera le jour où on pourra se payer. Voilà, donc ça fait 2 ans que ça dure, donc on vit sur nos économies personnelles. Derrière, ça nous a fait devenir d'excellents gestionnaires pour vivre le plus longtemps possible comme ça. Et donc voilà, c'est ça un peu la stratégie. Autofinancement et d'être à l'équilibre et de ne pas faire n'importe quoi avec l'argent parce qu'on veut vraiment que le projet, en fait, il soit périn.
Et donc du coup, je reviens sur Vincent. Pourquoi on a décidé en fait d'avoir un troisième fondateur? Il faut déjà expliquer qui est Vincent. Vincent, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le CTO. Donc c'est le chef, le responsable technique. C'est lui en fait qui va nous permettre et qui nous permet déjà en fait d'avoir une application et d'avoir en fait une automatisation possible de nos process. Pourquoi Vincent aujourd'hui est cofondateur? C'est qu'on est parti du principe que pour maîtriser ce qu'on faisait et pour maîtriser la qualité de ce qu'on proposait, il fallait absolument en fait que la personne technique en fait elle soit dans notre équipe, qu'elle soit fondatrice et qu'elle porte et qu'elle défende les mêmes valeurs que nous, d'accessibilité aux soins, etc. J'en passe et des meilleurs. Et donc en fait on a fait ce choix-là, c'est d'avoir un cofondateur, un troisième cofondateur technique. Du coup qu'on ne rémunère pas puisqu'il a des parts dans l'entreprise. Du coup, ça nous permet aussi d'être à l'équilibre. Très bien. Et donc, vous êtes toujours les deux fondateurs. Vous avez donc un directeur technique. Et après, vous avez différents pôles à l'intérieur avec des gens que vous avez embauchés. J'imagine qu'il doit y avoir du coup des côtés vraiment concrets. Peut-être, je sais pas, des secrétaires, des gens qui travaillent dans la communication. Vous avez des gens que vous avez... Tu nous disais une personne que vous avez embauchée en CDI. Oui, alors effectivement, donc on a donc les trois fondateurs et on a aussi la cellule de coordination. La cellule de coordination, aujourd'hui, on a un responsable qui est là donc depuis 1 an et demi, qui gère cette cellule de coordination et on a pu embaucher 2 alternantes en secrétariat médical. Voilà, donc c'est des jeunes qui apprennent le métier de secrétaire médical. On a embauché également un mini Vincent. Le mini Vincent, c'est un alternant technique, ingénieur. Alors l'histoire est improbable puisque c'est une personne en fait qui n'arrivait pas à trouver d'alternance, mais voilà, donc il s'est présenté un jour à nous et on a saisi l'opportunité de le prendre en fait dans la barque de l'entreprise. Si je devais résumer un peu l'entreprise aujourd'hui, c'est en fait une succession d'opportunités et c'est le croisement entre des personnes en fait qui étaient à la recherche d'un projet comme le nôtre et de nous qui étions prêtes en fait à les accompagner pour un petit bout de vie. Donc voilà, on essaie de saisir les opportunités en fait qui se présentent à nous. Ok, génial. Et concrètement, est-ce que du coup vous avez un siège social? Comment ça se passe pour les locaux, etc. J'imagine que pareil, ça a dû évoluer avec le temps. Alors ça, pareil, histoire improbable, on a trouvé nos locaux. Alors ça a évolué avec le temps. Au début, on était donc dans nos appartements respectifs. Ensuite, on a trouvé un espace de coworking à Cité Universitaire. Et comme on avait encore le statut étudiant, puisque on a fait en plus une formation qui s'appelle le diplôme étudiant entrepreneur à l'université Paris-Saclay, on avait ce statut étudiant qui nous permettait d'avoir des postes pas chers à Cité Universitaire à 20 € par mois. Donc on travaillait de là-bas. Sauf qu'à un moment donné, l'équipe elle grandit et on est trop nombreux pour le petit espace de coworking que c'était. Donc il a fallu trouver des locaux. Trouver des locaux, c'est une péripétie à Paris, hein. Entre les plans un peu arnaques, les locaux extrêmement chers et sans lumière, les caves, etc. Donc ça a été un peu compliqué, mais en fait, on a eu un peu de chance. En fait, depuis le début, j'ai l'impression qu'on a de la chance, mais on l'a peut-être un peu provoqué cette chance. Du coup, qu'est-ce que la chance? Faudrait partir sur ce débat-là, mais on est tombé en fait sur une annonce, un petit local qui était pas très cher dans Paris. On a rencontré donc le gérant en fait où c'était une entreprise dans l'événementiel sportif qui au moment de la première vague du Covid en fait eux, ils avaient plus d'activité, du coup, ils déprimaient un peu dans leurs locaux, ils voulaient avoir une autre entreprise hein, qui les motive, qui les challenge. On s'est rencontrés, et en fait, on s'est liés d'amitié. Ils nous ont loué leurs locaux et grâce à ça, en fait, aujourd'hui, on a des locaux à Paris pour 9 personnes qu'on ne paye pas très cher parce qu'on a été là aussi au bon moment, au bon endroit et qu'on a rencontré la bonne personne. Pour monter son entreprise, en fait, il faut être bien entouré. Il faut pas hésiter à parler aussi de ses difficultés, des problématiques qu'on rencontre, pour que un tel, il ait peut-être un contact, il va nous mettre en relation avec ce contact, et donc du coup, grâce à ce contact, on va permettre de développer d'autres choses. Donc il ne faut pas avoir peur je pense, d'aller chercher en fait de l'aide, de parler de son projet et de saisir en fait les opportunités. Incroyable. Alors, je voulais te poser une question par rapport à une autre inconnue de notre domaine et qui est pourtant souvent un incontournable quand on monte son entreprise ou sa start-up. C'est l'application. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça? Est-ce que vous avez une application du coup? Et puis comment est-ce que ça s'est construit pour vous?
Alors ouais, ça c'est même moi aujourd'hui, je me dis: «Waouh, c'est dingue ce truc qui est sorti comme ça là». Donc oui, on a une application et cette application, on en est extrêmement fiers parce que, sortir une application alors qu'on n'a aucune notion de la galère en fait et des difficultés que ça peut être, c'était un beau challenge et ça on l'a réussi en fait parce que on avait dans notre équipe Vincent qui est, extrêmement doué en développement et qui nous a permis en fait de sortir cette application. Mais alors, sortir une application pour sortir une application, ça sert pas à grand-chose. Par contre, sortir une application qui correspond aux vraies problématiques qu'on a rencontrées sur le terrain et qui répondent à un vrai besoin, c'est ça le challenge, c'est ça l'enjeu. Et donc, en fait, en entrepreneuriat, en fait, il y a une phase dans le projet qu'on appelle la preuve de concept, le POC. Et ce POC, en fait, ça nous permet de montrer que la solution qu'on a imaginée plaît, qu'il y a des gens qui sont prêts à nous suivre. Et derrière, cette preuve de concept, il faut la transformer en preuve de concept aussi technique. Et donc, grâce à Vincent, on a sorti une petite V1, une version 1. Et en fait, ça a marché. En fait, de fil en aiguille, aujourd'hui, on ne cesse de l'améliorer, cette V1. Voilà, donc oui, il y a une application. Incroyable. Est-ce que aujourd'hui tu pourrais nous faire un petit point sur comment est-ce que votre entreprise aujourd'hui est-elle stable, comment est-ce que vous avez construit cette pérennité et qu'est-ce qui se dégage de ce projet entrepreneurial. Après, si ça te va, on prendra le temps de parler vraiment de en quoi consiste votre entreprise, mais juste encore une fois sur la question du projet, comment est-ce que voilà, vous avez construit cette stabilité, cette pérennité? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit périn. On est aujourd'hui, donc l'entreprise donc, dégage assez de chiffre d'affaires pour payer les collaborateurs et les personnes en fait qui nous aident au quotidien. Cependant, on est encore 3 fondateurs à pas être rémunérés. Et alors, du coup, même si on veut voilà, se dégager un SMIC un jour, ça nécessite quand même de financièrement augmenter un peu nos rentrées d'argent. Donc aujourd'hui, financièrement, on n'est pas stable du tout. C'est d'ailleurs ce qui peut faire arrêter une entreprise, c'est l'aspect finance. Par contre, on est confiant. On est confiant pourquoi? Parce que ce qu'on essaye de développer et la vision qu'on a depuis 3 ans du projet, on la maintient. Alors même si c'est dur, même si du coup il faut compter les sous, même si on n'embauche pas qui on veut parce que ça coûte des sous, mais qu'on aimerait bien embaucher un tel parce qu'il est super fort là-dedans, etc. Et que du coup c'est beaucoup de frustration et de compromis. On tient le cap parce que on conserve en fait ce qu'on est et la vision qu'on a en fait dans ce qu'on monte. Et c'est ça aussi qui nous fait dire que voilà, l'entreprise qu'on développe est périn parce qu'aujourd'hui ça marche, demain ça marchera parce que on est resté, j'ai pas forcément le mot, mais on est resté en fait qui on était. Voilà, on a mis nos entrailles en fait dans cette entreprise et on s'est pas vendu quoi. On n'a pas menti. Et c'est pour ça aussi, je pense que l'entreprise qu'on développe, en fait, elle est stable. Et en fait, c'est viable, je pense, grâce à ça. T'as l'air fier de ton projet et effectivement d'être resté honnête. C'est vraiment incroyable. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de cette entreprise, de ton entreprise, et est-ce que tu pourrais nous dire aussi comment ça se passe, quelles sont aussi vos valeurs et vos combats au quotidien? Alors, l'entreprise, en fait, c'est une entreprise qui fait de la mise en relation entre des kinésithérapeutes et des patients sur l'activité du soin à domicile. Voilà. Plus que juste un secrétariat, on se veut être aussi une communauté en fait de kinés passionnés, de kinés en fait fiers d'être kinés, voilà, qui se rassemblent autour de valeurs communes, à savoir l'accessibilité aux soins pour tous et sans condition de revenu, aussi la qualité de soins, le fait de faire des bilans, le fait voilà, de faire des prises en charge partagées, de demander à son copain kiné qui est dans la même zone, j'ai une petite difficulté, est-ce que tu peux venir m'aider? Et donc voilà, de se challenger comme ça. Donc voilà, c'est ça la question. Ça répond totalement à la question de vos valeurs, effectivement. Et donc aujourd'hui, vous avez une application, une communauté d'abonnés. J'ai cru comprendre au fur et à mesure que du coup vous étiez sur Paris. Est-ce que vous êtes développé du coup ailleurs? Comment ça se passe? Quand des kinés en fait déménageaient, en fait ils prenaient Gudule dans leur valise et donc du coup aujourd'hui on est à Paris, on est à Orléans, à Tours, on est également à Lyon, voilà, et à Nantes.
Donc voilà, ça fait son chemin, mais petit à petit, voilà, doucement, on n'est pas pressé, on a le temps. J'ai toujours en fait cette image du mythe d'Icare qui vole trop près du soleil. L'idée n'est pas de voler trop près du soleil, mais l'idée est vraiment de conserver les pieds sur terre et d'avancer en fait sereinement en fait dans cette aventure. Graduel, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas faire exponentiel comme une start-up, mais d'y aller petit à petit. C'est donc ça vos plans pour la suite, c'est de continuer à garder cette vision-là, à être honnête avec vous-même et à continuer à grandir au fur et à mesure. C'est ça, continuer à grandir, peut-être un jour se payer quand même, ça serait bien. Et voilà, et continuer à développer l'entreprise avec les valeurs de l'entreprise qu'on a essayé de mettre dedans et que les kinés en fait ont aussi. Valoriser un petit peu notre métier sur cet axe-là de la kiné à domicile, du kiné à domicile. Et puis permettre aussi aux personnes d'avoir une diversification d'activités. Aujourd'hui, grâce à cette solution, on a des personnes qui font des masters à côté, on a des personnes qui sont profs à côté. On a même 2 kinés dans le réseau qui avaient une passion, c'était le théâtre, et qui font du théâtre à mi-temps, et en plus à mi-temps, ils sont à domicile. On a un kiné dans le réseau qui fait pas beaucoup d'heures à domicile, mais en fait qui avait juste envie en fait d'inclure cette activité dans son emploi du temps parce qu'il avait envie de se sentir utile dans cette activité. On a bien sûr des kinés qui font 100% domicile. Après, on a en fait de tous les profils. Et en fait, cette solution permet en fait de correspondre peut-être aux envies des jeunes générations aujourd'hui, qui est de ne pas faire le même métier toute sa vie, mais de diversifier ses activités en fait pour son épanouissement. Oui, c'est ce qu'on disait au départ, c'est de réussir à trouver une manière d'exercer qui nous corresponde, qui puisse du coup aussi évoluer avec le temps. Au fur et à mesure, j'imagine, les masters, c'est quelque chose qui prend 1 ou 2 ans, mais qui après peut évoluer avec le temps. Et c'est quelque chose qui du coup permet d'avoir un exercice à son image. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage vraiment très instructif, Agathe. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin, une petite conclusion ? Alors, une petite conclusion, je pense que la notion importante de tout ça, c'est la liberté. Tout le monde est libre. Et pour ceux qui voudraient monter leur entreprise, est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner ? Eh bien, si vous avez envie de monter votre entreprise, ah oui, je pense que les kinés, en fait, on est les mieux placés, en fait, pour innover. Donc, allez-y, en fait. Et si jamais vous avez besoin de venir nous en parler à Gudule ou même venir challenger un peu votre idée, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous et n'ayez pas peur de vous lancer parce que je pense qu'on doit innover pour nos métiers et ça doit venir de nous-mêmes. On a notre place dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, le fait qu'une idée, finalement, une idée toute seule, ça vaut pas forcément grand-chose. Et qu'une idée, d'autres personnes avant nous ont pu l'avoir, mais que finalement, ce qui était important, c'était sûrement de se donner les moyens de la faire vivre, comme tu disais, d'en parler autour de soi, de construire réellement son projet et de lui donner vie. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Agathe, pour ce témoignage. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de ce podcast. Merci beaucoup Blanche et merci CIFEPCA. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le CIFEP Podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.